Ça revient. Tu te lèves, t'y penses, tu te couches, t'y penses aussi, elle revient. Alors tu t'endors avec des images en tête, celles qui t'ont fait rêver plus jeune, toi-même tu t'y voyais. Me fais pas croire un instant que t'as pas au moins fantasmé pouvoir y être, quand t'étais plus petit. Que tout était possible, que tes capacités ne s'étaient pas encore fracassées sur le mur froid de la réalité. Ouais, elle est croisée, t'inquiète. Chaque fan de foot est un footballeur raté. On le sait, je le sais, et toi aussi tu le sais très bien. En tout cas, elle est de retour, avec sa petite musique entêtante, celle qui te met les poils avant même que les choses aient réellement commencé, la même pour un match pourri ou une rencontre historique. Mais ça, tu le sais pas avant. C'est comme quand t'étais petit, tout est encore possible. Tu peux te shooter tranquillement à l'espoir, tu sais ce truc qui fait avancer. Là, il te reste 4 dodos avant la réalité. 4 nuits où tu pourras te permettre de croire que ces prochains mois seront historiques. Ou pas. Elle est de retour, et tout ce qui va avec. Les soirs en famille, entre potes, les paris ratés, les analyses de pseudo-puristes, la mauvaise foi, les frissons et les déceptions. T'auras tout. Je te le promets, comme d'habitude, t'auras tout. Le dernier cru était formidable. Ça te rappelle pourquoi t'aimes ce sport. Pourquoi c'est plus qu'une passion. Pourquoi c'est pas plus con qu'une autre. Tu vas renouer avec le gamin qui est au fond de toi. Attention à bien mettre les mots de cette phrase dans le bon ordre, sinon on se retrouve avec les traditions régionales de Flo. Tu vas expulser tout ce qui est en toi le temps de 90 minutes. Tu vas redevenir un peu animal, un peu con, un peu toi en fait. Alors profite, la plus belle compétition de football est de retour. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Poteau Carré. Je suis ravi de vous retrouver ou de vous trouver si vous nous découvrez. Casting inédit pour cette émission, également inédite puisqu'on va sortir un peu du Big Five et des gros championnats. Avec moi, plus citoyen du monde que n'importe quel rasta blanc, mais pourtant toujours impeccable dans le style comme le veulent ses origines british. Comment va notre anglo-batavo-franco-équatorien, Tom ? L'Équateur, c'est un peu fini là, malheureusement. Non, mais ravi d'être de retour. Et puis pour parler de ce magnifique pays, qui est les Pays-Bas. Oui, exactement. On va aller chez toi bientôt. À côté de moi aussi, le Benjamin Button de Skikda. Il a l'âge d'être le père d'Alex et pourtant il a la gueule d'être le petit frère de Zach. Allez comprendre, il faut croire que son ancien taf de comptable l'a cryogénisé. Ça va, Bilal ? Écoute, ça va super bien. Belle présentation. Merci. Et pour finir, en face de moi, donc son grand frère, qui n'a l'âge d'être le grand frère de personne d'ailleurs. C'est le seul chez nous qui peut encore raisonnablement espérer une carrière dans le foot. On me dit dans l'oreillette que sa saison en poussin se passe très bien actuellement. Ça va, Zach ? Écoute, ça va, meilleur buteur en poussin là. 72 buts. 72 buts, ouais. Je me demande pourquoi. Mais beaucoup de la tête. J'ai remarqué que t'aimes bien finir par moi à chaque fois, tu vois. Tu gardes le plus jeune pour la fin. Je finis le petit en dernier. C'est bizarre comme phrase. Ouais. Ouais, messieurs, on passe à la nouvelle tradition de 2023. Je vais vous demander à chacun une petite reco pour nos auditeurs, ce que vous avez kiffé dans le foot ces derniers temps, sous n'importe quelle forme, et que vous aimeriez bien partager avec les autres. Qui veut se lancer ? Écoute, je vais y aller. Je vais commencer. Ma petite reco du jour. D'ailleurs, je la dois à mon ami Tom Abadi ici présent. C'est un article de The Athletic. Alors pour la petite histoire du coup, The Athletic, je me suis abonné, donc j'ai une offre sympa de la part de Tom, 30 jours offerts, je sais pas quoi. Vous imaginez bien que au bout de 30 jours, j'ai pas résilié et du coup j'ai payé 100 balles. Donc c'est 100 balles, voilà. Donc c'est 100 balles terrible. Je mets dans la sauce tout le monde. Donc finalement, m'ont bénéficié parce que j'ai accès à des articles de qualité, notamment celui-là que je vais vous conseiller. C'est con que tu parles pas anglais, quoi. Oui, bah alors justement, si je peux comprendre, c'est vraiment que tout le monde peut y accéder. Et c'est un article de Guillermo Ray, un journaliste, du coup sur le centre de formation du Real Madrid, qui explique un petit peu toute son histoire, ce qui fait que ça sort des joueurs régulièrement, comment c'est rentable, etc. Et vraiment un contenu ultra qualitatif. Et d'ailleurs au global, je recommande très souvent les contenus de The Athletic. Maintenant je suis abonné, que je suis obligé de payer. Donc contenu payant, mais si vous n'êtes pas aussi con que Bilal, vous pouvez y accéder avec vos 30 jours d'essai et un peu moins cher que normalement ça devrait aller. Je devrais trouver une belle offre. Pas oublier de résilier. Tom, une petite reco. Et je vais vous parler de Caviar Magazine qui commence à faire un peu son trou là dans le système des médias français. Leur définition, c'est une passe décisive pour le foot autrement. Ça aurait pu être un slogan de 11e art. Je me demande si on n'y avait pas pensé. C'est justement pour ça que j'en parle. J'ai lu récemment l'interview de Durkheim dans le 11e numéro pour la préparation de cet épisode. Ils sont maintenant édités par Amphora, qu'on connaît bien maintenant avec Jean-Baptiste Guégan. Et ils font des magazines depuis bientôt 3 ans. Et franchement, c'est de la qualitatif, c'est très bien vendu. Maintenant, c'est dispo à la Fnac aussi, pas que sur leur site. Et je recommande très fortement parce que ça parle vraiment de thèmes spécifiques. Ils ont toujours 50 pages sur leur thème et après plein d'interviews super sympas. Kavenaghi, Abreu, Rudy Gobert, il y a plein de trucs vraiment sympas. Donc, allez découvrir ça. Très cool. Ça rappelle les débuts de SoFoot un peu. Finalement, les débuts, encore la fraîcheur. Les débuts. Zach, un truc à recommander ?
Ouais, bah moi je vais moins m'attarder que mes deux compères parce que sinon on est parti pour 2 heures de podcast là. Mais non, moi je vais faire un peu de propagande. J'ai commencé un stage dans un média qui s'appelle Cop Football et ils font vraiment des contenus sympas. Il y a un peu de tout. T'as des belles histoires du foot comme des formats plus courts où ça va faire un peu plus mainstream, tu vois, parler de jeunes qui sont en train de péter en ce moment ou d'anciens joueurs ou de ce qui se passe. C'est assez intemporel, donc je recommande à tout le monde. Ouais, Ok. Zach veut son CDI, je crois. Ouais. Et surtout que t'as clairement pas fait plus court que les 2 autres du coup. J'ai commencé il y a 3 jours, mais je veux déjà le CDI, ouais. Bon, on espère 3 jours, ça reste quand même la moitié de ta semaine de stage de 3e. Donc, C'est vrai, putain. moi, je voulais passionnant. mettre en avant, pas un contenu, mais une association que j'ai découvert récemment qui s'appelle Football Écologie France. Et donc, leur but, c'est d'accompagner les clubs dans leur transition écologique, surtout des clubs amateurs, évidemment, pour le moment, même s'ils ont quelques clubs semi-pro, mais ils commencent un peu à grossir. Ils ont quand même 200 adhérents, 400 bénévoles, 30 antennes en France. Donc, j'ai l'impression qu'on va un peu, que ça va dans le bon sens, en fait. Donc, n'hésitez pas à aller les aider avec un don en devenant bénévole, en partageant leurs actions sur les réseaux. Ça peut être cool. Donc, Football Écologie France, de toute façon, évidemment, tous vos recos, messieurs, on les partagera sur nos réseaux sociaux, que les gens y accèdent plus facilement. En attendant, je propose qu'on passe à notre gros sujet. Donc, direction l'un des 108 pays préférés de Tom, entre football total, légalisation du cannabis et tulipe. Allons chez nos chers voisins du Pays-Bas. Club batave historique, le Feyenoord Rotterdam revient sur le devant de la scène et est premier d'Eredivisie. Dans un championnat passionnant où les 4 premiers se tiennent en 4 points au bout de 20 journées, le club du sud de Rotterdam propose un jeu efficace au style moderne sans renier les traditions nationales du football total. Le tout sous la houlette d'ailleurs d'un coach plutôt jeune et rafraîchissant qui commence déjà à être dragué par pas mal de clubs du Big Five. Le club qui a vu passer, on le rappelle d'ailleurs, le roi Cruyff peut décemment espérer renouer avec sa gloire passée. Les gars, pour commencer, vu que mine de rien, on va pas faire les puristes, ce championnat est pas très médiatisé, que les gens regardent pas forcément tous les matchs, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de ce club et voir l'importance du Feyenoord dans le football néerlandais, voire même européen dans toute son histoire? Bah oui, en gros, Feyenoord, c'est simple, c'est un des 3 grands clubs des Pays-Bas. L'histoire, elle commence en 1908. C'est un club créé par des jeunes ouvriers du port de Rotterdam, dans un café dont je tairai le nom parce que je ne saurais pas le prononcer. Au début, le club il s'appelle Wilhelmina et finalement, il devient assez vite en 1912 Feyenoord en référence au quartier où il a été créé. Assez vite, des spectateurs se rassemblent en nombre autour de ce beau club et on voit la création du fameux stade de Kuip. En 1936 à peu près. On va faire un petit saut dans le temps, l'instauration du professionnalisme aux Pays-Bas en 56 et la naissance du fameux Klassieker, ce beau duel entre l'Ajax et Feyenoord, les 2 rivaux. Le premier, pour la petite info, c'est Feyenoord qui l'emporte 7-3 dans ce petit duel. Au début, c'est pas des résultats de fou et arrivent les années 60. Et les années 60, c'est des années fastes pour Feyenoord. Ils pratiquent un jeu offensif, attractif. Et les années 60, c'est 5 titres de champion. Une saison à plus de 100 buts, la saison 60-61, le premier doublé Coupe Championnat et surtout la légende du club, Cohen Moulijne. Bon, je peux laisser Dame me reprendre sur la prononciation. Oh là 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 Ça va là, durer Moulin. tous les... Ouais, Moulijne, t'inquiète. Du coup, Cohen Moulijne. C'est comme un moulin en anglais. Ah, ok. Qui est quand même très commun aux Pays-Bas, hein, les moulins. Donc, Ouais, en Cohen Moulijne, qui est le recordman du nombre de matchs joués avec Feyenoord, avec 491 matchs. C'est un petit ailier vif et il a été élu d'ailleurs en 99 meilleur joueur de l'histoire de Feyenoord. Et donc, c'est 5 titres de champion avec lui et vainqueur surtout de la fameuse Coupe des clubs champions. La première pour un pays, pour un club des Pays-Bas. Et oui, c'est eux à jamais les premiers également. Donc, je suis assez content de parler d'eux. Et ils ont aussi gagné la Coupe intercontinentale par la suite. Ensuite, les années 70, ça continue également à toujours bien marcher pour le Feyenoord jusqu'à un titre en 74 et la Coupe UEFA qui remporte face à Tottenham la même année. Du coup, ça, c'est un peu le dernier gros moment avant, dernier. On est sur un gros club des années 60-70. Et puis après, du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une traversée du désert ou il joue quand même les bons rôles dans le championnat, C'est un peu championnat compliqué. néerlandais? Il y a le passage de Cruyff
forcément qui est à noter. Donc c'est un peu plus compliqué. Résultat en dents de scie. Cruyff, quand il arrive, déjà il est accueilli parce que forcément il vient du rival. Il est accueilli avec des banderoles casse-toi, etc. Donc délicieux. Et lui il arrive et il dit c'est simple, je viens pour gagner le championnat avec vous. C'est simple, il fait le doublé coupe championnat. Donc en 83, quand Cruyff vient, ça marche et il fait une belle saison pour sa dernière. Mais c'est une éclaircie finalement dans tout le reste et ça commence à aller de moins en moins bien. Il y a des soucis financiers. Voilà. Je pense que. Donc après, ouais, on va avancer du coup un peu dans le temps parce qu'il n'y a rien de très notable à dire, genre jusque on va dire dans les fin des années 2000. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi, genre depuis 2 ans, peut-être même 3, tu me reprendras Tom si j'ai des conneries, mais peut-être un peu plus, mais depuis 2 ans, ça marche quand même beaucoup mieux. C'est que tu as eu un peu une refonte du club à partir de l'année 2011. Il y a eu plein d'histoires fin 90s, tu vois, on parle quand même effectivement, on a parlé des 3 grands clubs des Pays-Bas. C'était un grand club, c'était le premier grand club des Pays-Bas et progressivement, ils ont un peu perdu dans les oubliettes, entre guillemets. Il y a même des années au tournant du millénaire où Twente, par exemple, était devant eux. À noter quand même la petite Coupe de l'UEFA en 2002, face au grand Dortmund. Mais c'est vrai que 2000 et le tournant avec l'arrêt Bosman, comme tout le championnat néerlandais, a pris un peu la pâtée. Évidemment, on exclut l'Ajax de 95 qui est des champions quand même. Mais mais c'est important de rappeler que. Ouais, c'est important de rappeler mine de rien, l'arrêt Bosman, quand on regarde les championnats de l'époque, ont des gros crus de joueurs intéressants. C'était pareil d'ailleurs avec le championnat de France qui était très relevé dans les années 90. Ils sont pris une gifle par l'arrêt Bosman où tous les joueurs nationaux ça a été un peu l'exode, quoi. Exactement. Et donc au-delà de l'exode de joueurs, on a un propriétaire qui était très riche qui est parti, donc il y a moins en moins d'argent. Les supporters sont obligés d'intervenir pour racheter le club, les Friends of Feyenoord, en 2010 pour le sauver, tout simplement, parce que la faillite allait arriver très très rapidement. Et donc 2010-2011, ils ont l'arrivée de nouveaux propriétaires qui sont des supporters du club. Il y a plein de supporters qui disent très ouvertement qu'ils suivent la faveur populaire et donc ils dépensent à tout compter, ils font n'importe quoi avec l'argent, mais au final, ils ont quand même un nouveau centre d'information, donc on en reparlera plus tard. Il y a une refonte du club, de la structure, il y a de plus en plus de supporters dans la structure et aussi d'anciens joueurs. Il y a plein de joueurs qui sont partis à ce moment-là, les Kalou, les Doc Coit, etc. Mais est-ce que du coup, avant de foncer dans ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire on va dire l'époque contemporaine des 3-4 dernières années, est-ce que justement on va s'intéresser un peu rapidement aux structures qui sont mises en place dans le club à ce moment-là et les personnalités qui les gèrent, parce que finalement c'est un petit peu encore les mêmes maintenant presque, pas forcément au niveau des gens qui les gèrent, mais au niveau des structures. Qu'est-ce qui a été mis en place à cette époque-là ? Ouais, du coup, il y a en 2011, tu as Martin Von Gil qui est nommé directeur sportif et Ronald Koeman qui avait fini sa carrière à Feyenoord qui est nommé et ils vont insuffler un changement de politique sportive au club. Ils risquent d'être sanctionnés par la fédération pour mauvaise gestion financière, donc ils n'ont plus trop le choix. Donc ils misent à fond sur la formation et les joueurs libres. Donc c'est la génération avec De Vrij, Martin Cindy, Jordi Claesseux, et cette génération-là va finalement redresser le club. Ouais, et du coup, j'en parlais tout à l'heure, effectivement, le nouvel organigramme, centre de formation, on va miser plutôt sur les jeunes du coin, parce que Rotterdam, c'est la deuxième plus grosse ville du pays, donc il y a quand même des jeunes à venir, il y a plein d'autres nationalités. Il n'y a pas que les Néerlandais. On le verra plus tard avec Kokshu, mais il y a des Turcs, il y a plein d'immigrants qui viennent. Du coup, pour parler de ça, ce qu'on aime bien faire sur Néerlande, tout le monde ne le sait pas forcément. Rotterdam est le plus gros port d'Europe, un des plus gros ports d'Europe. Je pense que c'est une vraie ville en melting pot où il y a beaucoup de nationalités différentes et d'immigration qui se renouvellent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de supporters qui sont un peu déçus parce que dans l'ancien stade, ils ont rasé tout le quartier qui était autour où tu pouvais regarder le match depuis ton balcon. Maintenant, c'est plein de trucs super nouveaux. Mais c'est pas le stade touristique. Du Ray à Nice. C'est pas hyper touristique, donc c'est quand même très vivable et un grand port d'Europe. Voilà, c'est un peu à l'envers, tu vois. Et donc avec ces jeunes, avec tous ces jeunes qui jouent dans les rues, ils ont dit qu'on va construire Vacar Nord, qui a été fondé en 2010. Il y a plein de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc aujourd'hui dans l'équipe première, on peut noter Justin Bijlo, qui est fils d'un supporter, Hartmann, Getruida, Kokshu, Benita et Nojuk, qui jouent tous en équipe première actuellement. Mais historiquement, on a eu des Van Bronckhorst, des Van Persie, qui sont évidemment venus avant les années 2010. Mais plus récemment, on a eu Van Eldum, De Vrij, Ake, Rekik, le grand Rekik quand même. Karim Rekik. Et
Jurien Timber, celui qui est à l'Ajax aujourd'hui, pas son frère qui joue actuellement dans l'équipe première, mais son. Et Dirk Kuyt, il est formé à Feyenoord aussi? Non, pas formé. Il est passé dans ses jeunes années, mais il n'est pas formé là-bas. Ok, donc on a un centre de formation hyper performant. Est-ce qu'il y a des trucs dans le centre de formation qui expliquent qu'il est hyper performant ou c'est juste qu'on a investi dedans? Il y a un investissement, il y a surtout beaucoup sur les terrains. Les Pays-Bas, quand même, hyper réputés pour ses. On connaît la formation Batave. Batave, pour la formation de ses coachs. Il y a énormément d'expertise. Et je pense que, tout simplement, dans n'importe quel club qui investit autant d'argent dans une culture de la formation. Et d'énergie, il y en a plein d'autres très bons formateurs. C'est pas forcément une histoire de moyens, c'est vouloir le faire. Il y a une dernière chose où ils ont réussi à mettre en commun le centre de formation avec Excelsior, qui est l'autre club de la ville, et donc ils ont ramené les joueurs, les entraîneurs de l'autre club qui marchaient très bien. C'est intéressant ça. Bon, ça, il marche bien à l'ailleurs. Il n'y a pas une énorme rivalité entre les deux clubs. On va leur voler tout et mettre ça en commun. Donc ils arrivent à rediviser les talents. Ceux qui sont très très bons restent au Feyenoord, les autres partent à Excelsior. C'est marrant parce que c'est un système qui n'existe pas en France, enfin je crois pas. Le truc c'est qu'il n'y a pas autant de gros clubs dans les grosses villes non plus, si tu veux. Et du coup moi je me demandais aussi, genre un peu sociologiquement, comment t'expliques, parce que c'est une impression, ça se trouve c'est complètement faux ce que je vais dire, comment t'expliques, j'ai l'impression que les anciens ou ceux qui finissent leur carrière au Feyenoord ou qui sont formés sont très attachés à leur club, on le voit, tu parlais de Koeman tout à l'heure qui a fini sa carrière là-bas, avec Van Persie on le voit souvent, etc. T'as Dirk Kuyt, est-ce que c'est en général pareil dans tous les Pays-Bas ou est-ce que c'est assez typique du Feyenoord et potentiellement peut-être de l'Ajax? Enfin, j'imagine, oui, l'Ajax, on le voit aussi, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est général ou est-ce que c'est vraiment typique de ce club-là? Il y a dans tout le pays, ça c'est sûr. Aujourd'hui, le CEO de l'Ajax, c'est Andwell van der Sar. La plupart du COMEX, c'est des anciens joueurs de l'Ajax. Mais ça, historiquement, ils l'ont toujours gardé. Depuis PSG, 20 ans. Cruyff a révolutionné ça il y a 20 ans. Rotterdam est une ville que beaucoup de joueurs apprécient. Les personnes qui y habitent veulent revenir. Je pense à Bristol en Angleterre, ça c'est pareil. C'est pas des villes hyper réputées ou touristiques, mais qui fait bon vivre. Si quand même, quand les gens passent à Bristol, tout le monde sait. On dit Bristol, j'y retournerai. Donc les gens veulent revenir. La structure du club fait que les anciens sont hyper acceptés et mis en avant. Et ils ont les clés du camion, quoi. Et donc ils dépendent de cette expertise-là. Du coup, pour ceux qui savent pas, il y a une grosse culture club, une culture club énorme aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas en général. C'est pour rien que la France s'en inspire pour certains clubs. Est-ce que vous avez en tout cas rajouté avant qu'on s'intéresse vraiment aux 4-5 dernières années sportives et qu'on comprenne comment le Feyenoord en est arrivé là? Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que le centre de formation, en fait, toutes les catégories de jeunes, c'est vraiment, ils baignent dans un milieu où tout le monde est supporter, tout le monde vit pour le club, il y a une passion énorme autour de ce club-là, et du coup derrière, en fait, tu vas passer toutes tes jeunes années à vibrer comme un supporter, et derrière, fait, on voit que les gars, ils vivent une expérience à part, dans un club à part, avec une ambiance de Kuyp, la fameuse baignoire ou bassine, je te laisserai traduire ça, mais du coup, vraiment un club de fou. Et du coup derrière, c'est pas comme au Stade Rennais où tous les joueurs par exemple formés au Stade Rennais sont recrutés en banlieue parisienne à 15 ans. Non, mais mine de rien, ça joue d'avoir des joueurs formés au club qui sont supporters du club, c'est quand même pas pareil. En fait, il y a de toute façon, on en parlera de la rivalité avec l'Ajax à la limite, mais en fait, c'est soit moi j'ai habité à Groningen, c'était énormément fan de l'Ajax, mais c'est le club un peu richos. Comme supporter le PSG aujourd'hui, si tu veux. Et donc tous les autres, c'est un peu genre, non, moi je supportais le club ouvrier. Feyenoord, c'est plus le côté populaire. C'est mon père qui supportait le Feyenoord, c'est mon grand-père qui supportait le Feyenoord. Et il y a plein de pères qui ont grandi avec la donc coupe c'est des vraies histoires de famille. On va enclencher maintenant du coup un peu sur les 4-5 dernières saisons qui ont été plutôt belles pour le Feyenoord, qui nous permettent de comprendre où on en est aujourd'hui et pourquoi ils peuvent décemment prétendre au titre, Zach. Écoute, tout ce travail décrit par Tom et Bilal, il va découler sur une saison 2016-2017 incroyable avec un titre en fin de saison. La saison commence vraiment bien avec une série de 9 victoires en 9 matchs, une série qui n'avait pas été réalisée depuis la saison 93-94. Ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas gagné un titre, si vous avez l'info? Ça faisait 18 ans. 18 ans, donc c'est vraiment une attente énorme. Et il faut savoir qu'ils ont été en tête tout au long de la saison et qu'ils ont failli craquer à l'avant-dernière journée. Ils perdent contre Excelsior en plus, club de la ville. Donc ça a provoqué des émeutes de la part des supporters qui étaient vraiment pas contents. Et finalement, Feyenoord se reprend et remporte le championnat à la dernière journée contre Héraclès avec un triplé du coup de la légende Dirk Kuyt et capitaine et joueur phare de cette saison-là.
Et donc, ouais, comme l'a dit Bilal, c'est le premier titre depuis 18 ans. Et il y a pas moins de 150 000 supporters quand même qui vont se retrouver pour célébrer le titre avec les joueurs le lendemain. C'est ouf. On sent qu'il y avait une énorme attente. Et ce qui est quand même très fort, c'est qu'il annonce sa retraite après avoir claqué un triplé à domicile. En vrai, même moi, je me rappelle de ce moment-là maintenant que tu le dis. Mais du coup, ce qui m'intéresse, qu'on va en arriver un peu aujourd'hui, c'est que, ce que vous avez dit pour 2011 m'a l'air d'être encore valable aujourd'hui par rapport au centre de formation. Tu citais les joueurs qui sont dans l'équipe première, qui est du centre de formation. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans la même situation que certains clubs français où en fait c'est un peu des one shot, après ils se font dépouiller et ils repartent sur un cycle où ils reforment des joueurs pour arriver. Et là on est sur un cycle mine de rien qui commence à être vertueux depuis 2 ans, même s'ils se sont fait un peu dépouiller cet été. Malheureusement, c'est un peu tous les Pays-Bas qui sont comme ça. Hein. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, L'Ajax, c'est ça tous les 3 ans. C'est clairement un pays où t'as, je crois que c'est 95 millions de droits TV par an, donc clairement tu peux pas investir autant et du coup tu es obligé de miser sur la vente de joueurs et du coup la formation aussi, faut créer des talents. Heureusement qu'ils aiment le foot quand même. Parce que... Et du coup, pour expliquer un petit peu ce qui se passe cette année, il y a aussi un homme qui est derrière tout ça, qui est un jeune entraîneur très prometteur qui s'appelle Arne Slot. Je le prononce bien? C'est ça. Nickel. J'ai compris, les O, tu fais des E. C'est nickel. Arne Slot. Après, Bilal, il se fout de leur gueule, mais les A, c'est des E. C'est vrai, j'ai rien à dire. Est-ce qu'on peut s'attarder un peu sur ce coach-là, son parcours? Depuis combien de temps il est là? Qu'est-ce qui fait que ça match avec ce club bouillant? Alors déjà, c'est un ancien joueur qui a évolué aux Pays-Bas, donc au PEC Zwolle et au NAC Breda. Quand il était joueur, c'était un 10, pas forcément très rapide, mais juste techniquement. Et après, il va vite se reconvertir en tant qu'adjoint, puis en tant qu'entraîneur. Donc, il arrive d'abord, il commence à la Z et il arrive à Feyenoord en provenance de la Z. Et si je dis pas de conneries, il avait déjà fait des petits miracles à la Z, non? Il arrive en tant qu'assistant en 2017 et en 2019, le coach principal, il quitte le club. Et lui, il devient entraîneur principal. Et pour sa première saison, il finit premier à égalité avec Feyenoord, qui est la saison qui est arrêtée par le Covid. Et donc, il fait genre, je suis champion, mais pas vraiment. En plus, il n'est pas champion parce qu'il est derrière en goal average, mais en gros, il est premier pour sa première saison. Est-ce qu'il y a un gros résultat pour la Z en plus à cette époque-là? Ouais. Alors, on verra. Il y a plein de joueurs, des Stengs, des Boidoux et compagnie qui ont fait des carrières à peu près terribles en France, mais qui étaient des putans de potentiel. Qui étaient des putains de potentiel à l'époque, et donc il a réussi à faire un truc vraiment sympa. Quoi. Et en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, quand ça se passe bien avec la Z, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont un peu sceptiques. En fait, surtout à la base, il y a des rumeurs comme quoi il serait le prochain coach, etc. dès décembre dans la saison, donc assez tôt. Et en fait, il va être démis de ses fonctions par rapport à ces rumeurs-là. Et en gros, pendant 6 mois, attendre de prendre la suite de Dick Advocat. Et du coup, il va attendre quelques mois. Les gens sont sceptiques de savoir si son style de jeu sera réplicable auprès du Feyenoord qui sort de quelques années où en fait il n'y a plus de jeu. Tout le monde doutait d'Advocat. Advocat, c'est pas surprenant. Hein. Voilà. Du coup, c'est le jour et la nuit les deux. Parce que du coup, on a interrompu Zach. Je vais te laisser redérouler la fin de son CV un petit peu à notre cher Divin Chauve. Écoute, merci bien. Voilà. Non, mais du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Bilal. Donc, par la suite, je vais plutôt m'attarder maintenant sur un peu le style qu'il développe. Donc, c'est vraiment l'école à la néerlandaise. Quand il arrive à Feyenoord, il arrive vraiment à vouloir. Il arrive à développer ce jeu de possession, ce beau jeu, mais il arrive aussi à s'adapter en fonction des adversaires et ne pas hésiter à jouer en contre. Mais il va vraiment s'appuyer sur la post-formation et c'est pour ça que ça va aussi bien marcher. Ok, donc on peut le catégoriser dans quelle école de jeu exactement? C'est un mec très pragmatique qui s'adapte ou est-ce qu'il a des principes assez clairs? Il a quand même s'adapte. Il s'adapte quand même, mais c'est un peu du fin. C'est offensif. C'est la préparation aux émarts. Je pose une question avec 2 choix et j'ai 2 réponses différentes. Non, mais c'est un football offensif, presque football total, beaucoup de contre-pressing, des joueurs qui vont à fond tout le temps. Je crois que dans une interview, il dit que les 2 premiers mètres sont les plus importants parce que si tu les couvres pas, en fait, tu vas mettre à mal ton équipe au global. Et du coup, en fait, c'est un travail d'équipe. Son équipe à fond tout le temps, donc physiquement, faut être prêt aussi. Et il fait progresser les joueurs. Et ça, on l'a vu l'an dernier, par exemple. Et je vais te laisser continuer sur son CV, à mon ami. Non, mais il y a des similarités avec plein d'autres coachs, notamment aux Pays-Bas. Le Ten Hag, qui marche très très bien actuellement à Manchester United, alors, évidemment, il y a une génération continuelle aux Pays-Bas de coachs. Lui, il a quand même gagné coach de l'année dernière, sans être champion, alors que tu as Ten Hag dans le milieu. Donc, niveau intensité, c'est partout. Ouais. En fait, ça se ressent avec le stade, ça se ressent avec les joueurs. On va s'attarder vite fait un peu sur son management humain. Tu disais qu'il faisait progresser les joueurs, donc il doit être assez proche de son groupe. C'est une grosse connerie c'est un plus gros nom pour ceux qui connaissent pas. Il fait un peu penser à Klopp. C'est un mélange de Ten Hag. Même dans le côté pragmatisme, principe et le côté proche des joueurs.
C'est une connerie. Tactiquement, on est sur Ten Hag et sur relationnel, on est sur Klopp, un peu moins de câlin, mais Klopp. Ok, bon, on va l'appeler Klopp-Hag. Et ok, nickel. Et donc du coup, ouais, sur le côté management, moins de câlins, mais quand même, on est sur un coach qui est très proche de ses joueurs et du coup qui adore la jeunesse, ça c'est sûr. On l'a vu avec la Z, on l'a vu. Il y a plein de gens de la région de Flo qui adorent la jeunesse également. Ouais, clairement. Et alors évidemment, il y a les instructions du club qui lui disent, nous on n'a pas beaucoup de sous, donc on va te donner des jeunes, et de la formation, etc., et de la post-formation. Mais lui, il aime bien aussi leur donner leur chance. Donc évidemment, on l'a vu avec beaucoup de départs cet été, des jeunes joueurs. On reparlera de la super saison. Mais quelle magnifique transition, on va tout de suite on y aller. parlera de la super saison, mais allons-y. des Malacia, des Sinistera, des Kokshu, il y a encore l'équipe, mais Malacia et Sinistera sont tous les deux partis cet été, alors que c'était des absolutes cracks depuis 2 ans, et que Dikat Vodkat ne savait pas les utiliser. Sinistera, ça fait longtemps qu'on entend parler. Malacia aussi, c'est des prospects depuis longtemps. C'est des joueurs FM. On va voir s'ils s'exportent bien, parce que le Batav s'exporte pas si bien que ça en général. Malacia, ça a l'air de plutôt bien se passer. Oui, pour l'instant ça va, mais Sinistera, il revient de blessure. Enfin, on verra quand ça se passe à Leeds. Et en plus, c'est pas les seuls départs. C'est ça qui est le pire, c'est que tu as cité ces Du deux-là. coup, on va revenir un petit peu, juste un peu avant les départs. On reviendra du coup sur les départs. Juste avant les départs, peut-être parler de la saison dernière, où on commence à voir vraiment le fruit du travail d'Arne Slot. Justement, c'est qu'assez vite du coup des beaux résultats. C'est une saison clairement réussie pour le Feyenoord. Il a réussi à exploiter complètement le potentiel de cette équipe et du coup, on sait la finale de Conference League qui a eu lieu et l'élimination notamment de l'Olympique de Marseille. Oui, je sais que vous voulez que je le dise. Mais sacré match quand même. Au-delà de la déception, c'est surtout à l'aller. Quelle intensité à l'aller. Et je pense que pas mal de supporters français ont découvert de Cup à ce moment-là. Et le grand dessert. Un peu moins d'intensité au retour pour eux quand même, mais bon. Mais bref, du coup, en tout cas, voilà, une finale où quand même qui était c'était un moment assez incroyable pour le Feyenoord, une bonne saison en championnat aussi. Voilà, donc et en plus à la fin, le bénéfice de tout ça, c'est de pouvoir valoriser tes joueurs, les faire progresser, et c'est pour ça que et se faire dépouiller. Et quand tu perds Horn qui va au Benfica et qui fait les beaux jours du Benfica d'ailleurs, Senesi qui était le patron de la défense qui va à Bournemouth pour 15 millions pareil. Juste au global, les départs c'est 65 millions. Donc ils font un mercato d'été. Ce qui est énorme pour un club de. Et ils achètent. Sauf si tu t'appelles l'Ajax. Oui, non mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en dehors, l'Ajax, j'ai tendance à les mettre dans une bulle dans le championnat néerlandais, mais genre pour un club néerlandais, c'est beaucoup de 65 millions de départ. Et pour te dire, ils ont, en termes d'arrivée, ils ont payé 3,5 millions. Et avec une moyenne d'âge des arrivées de 23 ans, des gars qui sont quasiment tous titus, certains sont titus dans l'équipe actuellement, et ça marche bien. Et c'est ça, c'est que tu perds énormément de cadres. L'an dernier, tu avais Dessert qui marchait très bien en Conference League. Dessert, c'était 4 millions pour l'acheter. Ils les mettent pas. Ils préfèrent investir dans plein de jeunes. Tu regarder une petite place pour le Dessert. Et du coup, bref, donc ils changent complètement les hommes et ça marche. Et là, ils sont premiers actuellement. Et franchement, tu vas voir que tu changes autant de cadres et que tu arrives à garder un cap. C'est assez symptomatique. C'est assez symptomatique des clubs qui travaillent souvent de voir qu'en fait les joueurs passent et on va dire que l'efficacité reste. Après, comme on l'a dit, c'est vrai qu'ils s'appuient énormément beaucoup sur la formation, ce qui fait que tu es quand même plus ou moins dépendant des générations qui arrivent. Des fois, tu Il y a quand même énormément d'arrivées. Si tu veux parler de cette saison actuellement, la direction, on en a parlé avec quelques supporters, ils ont mis l'argent où il fallait. Les Szymanski et compagnie, ça fait beaucoup d'argent à investir sur la table. Oui, il y avait Szymanski aussi sur FM et FIFA, on entend parler de magnifique. Il serait temps qu'ils se mettent à jouer. Voilà. Attends, mais lui, c'était pas 1,5 million. Pardon ? Le transfert, c'est 1,5 million. Ouais, mais même ça fait beaucoup de joueurs arrivés. Quantitativement, il y a des arrivées, même s'ils ont bien 15 millions, mais il y en a énormément. Et puis, Szymanski, il vient de jouer au Mondial. La Pologne, c'était pas magnifique, mais lui, on l'a vu quand il est sorti du banc. Donc, il y a beaucoup d'investissements cet été. Donc, il faut attendre des résultats à la fin de la saison. Heureusement, ils sont aidés par le trou total de l'Ajax cette année, ce qui est quand même pas mal. La méforme entre guillemets post-Rakpo pour le PSV quoi. Rakpo. Ouais. J'ai l'impression qu'il m'a craché dessus. Je comprends pas. C'est un week-end à Groningen, tu vas voir, c'est ça. Et justement, on va s'intéresser un petit peu du coup à l'effectif sans faire tout l'effectif parce qu'évidemment tout le monde ne connaît pas et puis on vous invite à aller regarder jouer si vous voulez en savoir un peu plus. Mais peut-être que chacun de vous attardez peut-être un peu sur un joueur qui vous intéresse dans cet effectif-là. Et c'est drôle ce que tu disais, juste pour rebondir là-dessus, ce qui est marrant, c'est que souvent, justement, les clubs français, les clubs bataves, des championnats un peu plus mineurs, souvent, ce qui est drôle, c'est qu'ils font des cycles de 3-4 ans. Après, ils se font dépouiller et ils repartent doucement. Là, ils ont réussi à rebondir directement avec ces achats-là et la formation. Ouais, avec ce coach-là qui a réussi vraiment ce qui est une vraie prouesse de perdre tes éléments cadres et de repartir. Est-ce qu'on peut s'attarder sur quelques joueurs qui sont majeurs cette saison-là ?
Bah moi directement je vais penser à Gertruda. Alors je sais pas si je le dis bien. Tom. Non, c'est bon. C'est bon, ok. Bah je peux continuer. Qui est vraiment le pilier de cette défense. Donc là il me semble qu'il est défenseur central en ce moment, mais il est aussi polyvalent. Il a pas mal joué à droite. Et là il est installé depuis plusieurs années et c'est vraiment le pilier de la défense à suivre et qui fait tenir la baraque. Et qui va potentiellement pilier, sacré pilier quoi. 22 ans. Ouais, mais c'est des mecs qui commencent très jeunes justement, donc ça fait quelques temps qu'ils jouent. C'est pas ironique, c'est vraiment pour dire que c'est un truc de ouf. Certainement qu'on le verra en première ligue dans 1 ou 2 ans, à mon avis. Ouais, c'est le style, hein, vraiment. Ouais, c'est ce que à j'allais Chelsea, dire. évidemment. Tu le vois très bien. Ouais, ou Manu, moi. Chelsea, ils ont 60 Chelsea, joueurs dans dans le 2 ans. sens, ils ont acheté tout le monde, si tu veux. Oui, c'est ça. Mais avec Ten Hag, il aime bien aussi. Ouais. Toi, tu voulais parler de qui, Bilal? Moi, c'est le petit Coquechou, forcément, le Capitaine. dépositaire du jeu, formé au club. Bon, je t'ai pas demandé ton avis sur la prononciation cette fois. C'est bon, ça doit aller. C'était plus simple aussi. Ouais, clairement. Mais En ouais, 2 secondes, il va nous sortir une arrière-tente qui est oui, turque. voilà, à tout moment, je le connais. Mais ouais, du coup, Coquechou, c'est le dépositaire du jeu, c'est le capitaine, c'est le cadre qui est resté. Donc voilà, c'est un joueur qui émerveille simplement le jeu global de Slot et de ce Feyenoord. Et ouais, c'est clairement le joueur qui sort. Ouais, c'est une vraie pépite. Je pense qu'il y a 2-3 supporters lyonnais qui sont un peu excités dessus quand il y a eu une rumeur cet été. Ouais, un peu moins quand ces commentaires sont sortis sur les LGBT. C'est le genre de mec, t'as envie de jouer au foot avec lui, pas de boire un café, quoi. Non, ça c'est sûr. Tom, toi, tu voulais parler de qui? Il y a plein de nouvelles arrivées qui étaient très sympas. Le frère Timber notamment, que j'ai vu à Utrecht l'année dernière. Mais moi, je veux parler de Mats Wiefer, qui fait pas beaucoup de vagues, mais qui est vraiment le joueur sous-côté au milieu de terrain. C'est un sorte de 6 un peu box-to-box, même s'il se projette pas beaucoup. Mais heureusement qu'il est là, parce que Coquechou, s'il joue entre 10 et 8, il n'y a plus personne qui descend. Donc Timber et Coquechou vont vers l'avant. Lui, il reste derrière. Ouais, c'est le joueur de l'ombre. C'est le joueur de l'ombre et franchement, c'est probablement l'un des meilleurs joueurs de la saison. J'espère qu'il sera récompensé en fin de saison, que ce soit avec un titre ou avec une nomination dans l'équipe de la saison. Parce que là, ça se tient un peu. Justement, c'est incroyable les transitions qu'il me fait à chaque fois. On a l'impression qu'il est fait pour ça. Justement, on en parlait. On le fait maintenant un peu à la fin de chaque émission. Voir vous de votre côté qui avez un peu analysé l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez que le Feyenoord peut espérer à court terme, donc pour cette fin de saison, à moyen terme dans les 2-3 saisons, et même à long terme, si évidemment, si entre guillemets la structure reste la même. Il y a un truc qu'on n'a pas évoqué déjà, c'est que ils ont fini premier de leur groupe de poule d'Europa League, un groupe où il y avait notamment la Lazio, donc c'est pas rien. Et du coup, moi, je sais pas. En fait, le truc, c'est que on voit l'exploit d'Arne Slot avec cet effectif complètement remanié finalement, réussir à continuer à jouer avec un. Oui, on l'a peut-être pas assez dit, ça joue très bien. Voilà. Ah oui, très, très on l'a peut-être pas assez précisé. Et nous, on l'a vu avec Bilal ce doutes. week-end contre le PSV où il perdait 2-0 à la mi-temps. Et franchement, au-delà de Kuip qui les relance complètement, c'est juste magnifique à voir jouer. C'est énormément d'intensité. Voilà, et du beaucoup coup, de transitions rapides. donc, ils ont des résultats, ça marche bien pour le moment, etc. Moi, j'ai un peu peur parce que ce début d'année, au final, il y a eu l'affrontement avec l'Ajax, ça a fait nul. Là, pareil, contre le PSV, finalement, ils font nul, même si belle fin de match. J'ai un peu peur que ça finisse par faire une deuxième, une troisième place en fin de saison, un beau parcours qui risque aussi de les parasiter en Europe. Du coup, moi, je les vois pas finir champion, même si je pense que la qualité restera. Ok, on prend les paris. Toi, attends, peut-être on va finir. Peut-être toi, du coup, on va aller encore un peu plus loin. Genre, qu'est-ce que tu vois à moyen long terme pour eux? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à continuer à maintenir ce niveau d'exigence ou qu'ils sont trop dépendants, par exemple, des générations au niveau de la formation En fait, le truc, c'est que je pense que le modèle va continuer, mais le vrai sujet, ça va être le départ de Slot qui finira par arriver. Ouais. J'espère pour eux que ce ne sera pas pour l'Ajax. T'as vu, je l'ai bien dit. Et que ce ne sera pas pour l'Ajax, du coup. Tu sais qu'ils aiment bien les chauves en plus. Et du coup, voilà, on en parle en première ligue, on en parle dans des gros clubs. Donc voilà, j'ai un peu peur de ça derrière. Est-ce que tu trouves un coach qui fit suffisamment avec cette mentalité-là, qui sait former et qui sait faire progresser les joueurs vite? Donc voilà. plus l'interrogation, elle va être sur le maintien du coach. Ça. Toi, Zach, t'en penses quoi du coup pour cette fin de saison et un peu plus loin? Pour cette fin de saison, je suis un peu d'accord avec Bilal. J'ai un peu des doutes sur le fait est-ce qu'ils vont tenir ou pas. Parce que mine de rien, l'Ajax c'est pas si loin, ils ont 3 points de retard et il y a l'AZ aussi qui est à 2 points. Et après sur un moyen terme, faut voir parce que c'est quand même un modèle du coup de formation qui peut porter ses fruits, mais qui peut aussi avoir des périodes de creux par moment. Donc à voir après la période Arne Slot, est-ce qu'ils pourront continuer à avoir ces performances-là
Après, dans tous les cas, ça restera top 3, je pense. Ouais. Et pareil, sur le recrutement, jusque-là, ils t'ont fait des bonnes pioches, tu peux aussi te planter. C'est ça. Donc, on va dire que c'est un modèle un peu fragile pour l'instant. Toi, Tom, tu es d'accord avec les deux compères, j'imagine. Quoique, je sais pas, remarque sur la fin de saison, peut-être que tu n'es pas d'accord avec eux. Ça, en fait, quand on parle avec les supporters, ils sont assez d'accord sur le fait que c'est dépendant de l'Ajax. Même si le PSV fait une super saison, si l'Ajax enclenche la machine, ils sont en train d'enclencher la machine. Ils ont un nouvel entraîneur, Intinga, l'ancien international néerlandais. Un fin technicien. Un joueur, mais un très bon entraîneur. Ils ont claqué 9 buts en 2 matchs ou un truc comme ça depuis qu'il est arrivé. Donc là, ça va remonter. Twente pas très loin, l'AZ non plus. Donc moi, j'essaie d'être neutre dans le paysage là-dedans, mais je me dis que ça peut être bien un nouveau champion, que le fait que l'Ajax était totalement dépouillé, ça veut pas dire qu'ils peuvent quand même être compétitifs tous les ans. Il faut laisser une chance aux autres. Moi, je voulais vraiment que le PSG soit champion. J'en ai parlé dans l'épisode de Napoli en début de saison, avant leur clash contre l'Ajax. Donc, un nouveau champion, ça serait sympa. Vu l'investissement, vaut mieux pas qu'ils tombent plus bas que deuxième, parce que la Ligue des Champions va vraiment les aider là-dessus. C'est ce que j'ai lu de pas mal de supporters de Feyenoord, genre sur quelques sites, qui disaient ça, qui disaient en gros, il faut que ce soit un top 2 obligatoire. Si on n'est pas champion, soit. Financièrement, ça va pas être terrible. Ils auront de toute façon des grosses ventes. Roy Teda, on en a parlé tout à l'heure, mais Kokshu aussi. Il y aura beaucoup de ventes. Je pense malheureusement que Slot va partir dès cet été. Le fait qu'il est attiré par Leeds notamment en ce moment, et d'autres clubs, notamment l'Ajax, s'ils veulent un entraîneur permanent à partir de cet été. Je crois qu'on dit Ajax. Après, tu me demandes ce que tu veux. Un Cruyff, ça s'écrit pas avec un Y. C'est pardon. Non, long terme, c'est toujours le cas avec les clubs néerlandais, c'est que c'est des cycles, tout simplement. Au-delà des jeunes, c'est des cycles de joueurs que tu achètes. Il y a eu des mauvaises saisons. Si Twente ou l'AZ continuent de monter et leur prendre leur 3e place, ça serait pas hyper choquant, même si l'historique veut dire que c'est le top 3. Il faut pas trop y toucher. Ouais. Donc historiquement, je pense qu'ils vont aller loin. En gros, on est tous d'accord pour dire que de toute façon c'est fragile et qu'ils sont un peu dépendants de ça. Après, on est aussi tous d'accord pour dire qu'en tout cas depuis 2011 ça bosse bien, que le système est assez vertueux et qu'a priori il n'y a pas de raison que ça se plante complètement et qu'on voit le club disparaître ou machin. Financièrement ça va mieux aussi. Ouais, c'est pour ça. Et la Ligue des Champions pourrait le remettre en effet un gros coup de fondant, on les a pas vus. Ça fait quelques années. Depuis le titre, on les a pas vus en Ligue des Champions. C'est ça. Les gars, on va s'arrêter là. Moi, que vous ayez un truc passionnant à ajouter. Je pense qu'on regardez les Eredivisie, tout simplement. Regardez ce beau championnat. Tiens, est-ce que tu as une manière facile de regarder le championnat pour les amis qui sont en France? Alors, en France, il y a une façon gratuite sans tricher. Si vous avez des VPN, alors c'est pas gratuit, mais si vous avez un VPN, presque tout le monde en a un. C'est Mola TV, c'est commenté en anglais plutôt qu'en néerlandais. Je veux bien que la langue soit pas simple à écouter. Mola TV, c'est gratuit, vous inscrivez, vous avez les meilleurs matchs chaque week-end. Vous avez 2 matchs chaque week-end. On a fait un bon tour de l'équipe, je pense qu'on a fait le tour qu'il fallait. On va regarder à la fin de saison. Moi je pense que j'ai envie d'y croire qu'ils aillent au bout. Moi aussi, je suis un peu comme Tom, j'aime toujours bien quand il y a des nouveaux champions. Moi j'ai envie d'y croire, je vais mettre une petite pièce sur le fait qu'ils vont tenir la longueur. Tu as la grosse cote, toi. Ouais. Ce grand rêveur. Non, mais moi j'aime toujours David contre Goliath, toujours classique. Toujours David. Et en vrai, on espère au moins les voir en Ligue des Champions l'an prochain avec potentiellement Slot. Tu penses même pas que ça va le faire rester, Slot, s'ils sont champions? La Ligue des Champions, ça peut le faire rester, surtout si on lui fait des promesses sur le recrutement. Ouais, parce que tu as joué le maintien en première ligue ou la Ligue des Champions avec Feyenoord. Il y a un salaire aussi. Il y a un salaire, voilà. Un salaire, et si tu as un projet derrière. Ils veulent juste vous accueillir. Alors, j'allais dire Manchester City, mais c'est pas sûr qu'on les voit en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais Manchester City à De Kuip, ça peut faire trembler quelques genoux. Ouais, c'est ça peut être cool. Notamment l'OM. Les gars, parfait. Ok, merci. On espère du coup les voir en LDC l'an prochain. Je propose que maintenant on passe à vos petites chroniques. On va commencer par toi, Biel. Je crois que tu vas nous parler d'un championnat encore moins connu en France que l'Eredivisie. Tu vas nous parler du Pérou. Et oui, mon cher Jules, j'ai choisi de parler aujourd'hui du championnat péruvien qui vit des moments particuliers. Bon, déjà, on va faire un petit rappel de ce qui se passe actuellement là-bas. Le pays est plongé dans une crise politique depuis le mois de décembre. En effet, tout débute en juillet 2021 avec l'élection d'un nouveau président, Pedro Castillo. Et ce président a un profil bien particulier. C'est un instituteur de campagne qui vient du Nord, une région pauvre, paysanne, donc très loin des élites. En français, ça se dit Pierre Château, je crois. Il me semble bien. Belle traduction. Merci à toi. Des millions de Péruviens se reconnaissent donc en lui et il est élu à la surprise générale. Et en réalité, la droite n'acceptera jamais réellement son élection.
Et depuis son élection, il a eu cesse d'être accusé notamment de corruption ou de trafic d'influence. Après, les accusations en réalité, elles ne sont pas toutes vides de sens, mais il sera visé par 3 tentatives de destitution. C'est finalement la dernière d'entre elles, le 7 décembre, qui finira par fonctionner. Pour la faire courte, il finira par être remplacé par sa vice-présidente, Dina Boluarte. Elle vient certes du même parti que lui, mais pourtant, les Péruviens ne l'acceptent pas vraiment, voyant la destitution de Pedro Castillo, l'homme du peuple, une vraie injustice. Les Péruviens décident alors de descendre dans la rue et au fil des jours, des manifestations contre le Congrès, responsable de sa destitution, et Dina Boluarte, considérée comme une traîtresse, n'ont de cesse d'éclater dans le pays. D'ailleurs, des protestations qui donnent lieu à une répression policière assez sanglante, causant de nombreux morts et blessés. Bon, dans ce contexte-là, vous imaginez bien que le foot passe un peu au second rang. Ainsi, les premières et deuxièmes journées du championnat péruvien n'ont pas pu avoir lieu et ont été reportées pour des raisons évidentes de sécurité. La Ligue de football professionnel a fini par donner son accord pour que le championnat débute à la 3e journée, mais avec des matchs à huis clos. Et cet élément va avoir son importance pour la suite de l'histoire, parce qu'il existe également un conflit ouvert entre les clubs et leur fédération sur les droits TV. En gros, en 2021, la fédération a changé ses statuts et fait en sorte de définir qui obtiendrait les droits TV du championnat et du coup a lancé un appel d'offres remporté par une entreprise, 1190 Sport. Sauf que problème, la majorité des clubs avaient bien coupé court à leur contrat avec le précédent diffuseur Gol Pérou, sauf 4 clubs qui l'ont conservé jusqu'en 2025. Voyant le bazar de la situation, certains clubs ont suivi le move et décidé eux aussi de re-signer avec Gol Pérou. La fédération a de nouveau réagi en mettant en œuvre une mesure conservatoire auprès d'un tribunal afin de suspendre les contrats avec Gol Pérou. Finalement, début janvier, 12 clubs finiront par signer un accord avec la fédération et donc accepter que ce soit eux qui gèrent les droits TV. Le championnat péruvien se joue en 19 cette année. Il reste donc 7 clubs, dont les 4 qu'on a cités tout à l'heure, qui restent en conflit ouvert avec la fédération. Ils ont même annoncé qu'ils ne participeraient pas au championnat en 2023 tant qu'ils ne pourraient pas gérer leurs droits TV comme ils le souhaitent. Cette situation met d'autant plus dans une situation financière les clubs, car comme on en parlait plus tôt, les matchs devraient se disputer à huis clos et les clubs ne pourraient donc pas disposer des recettes de billetterie si importantes pour elles. Bref, pour le début du championnat, lors de cette 3e journée ce week-end, les clubs concernés ont tenu leur parole et on a donc eu droit à des situations ubuesques avec une présentation des équipes dans un stade vide et finalement qu'une seule des 2 équipes présente en compagnie des arbitres. En tout cas, ces équipes absentes ont bien perdu leur premier match par forfait. Et on ne sait pas encore comment le championnat risque de continuer dans ce contexte-là. En pleine crise institutionnelle, les Péruviens ne peuvent donc pas profiter des joies d'un beau match de football pour penser à autre chose. En tout cas, on va suivre ça avec attention, mais c'est bien dommage. C'est bien, ça montre que les droits télé en tout temps et en tout pays, c'est la merde. On va enchaîner très vite, mais en vrai, on va être sur un sujet pas si loin, parce que Tom, tu vas nous parler de l'Atalanta, club qu'on peut plus voir à la télé française d'ailleurs. Exactement. Donc la dernière fois, Zach nous parlait des points retirés à la Juventus, et cette sentence pourrait s'alourdir prochainement. Cependant, cette décision a également permis à d'autres clubs de se repositionner pour les places de la Ligue des Champions. Samedi soir, on verra la Lazio recevoir l'Atalanta à l'Olimpico pour un choc entre 2 de ses prétendants à la plus grande des compétitions. Alors, plutôt fan de la Roma, je me délecte de cette 3e place des Giallorossi devant les voisins Laziali. Mais je dois accorder à Sarri un certain succès cette saison. Néanmoins, je vais me focaliser sur les Bergamaschi aujourd'hui. Toujours dirigé par le charismatique Gasperini, la DA a subi une certaine révolution ces derniers mois. Après les départs de joueurs phares tels que Freuler, Ilicic et surtout Papu Gomez, le projet devait changer quelque peu avec de nouveaux visages. Sans compétition européenne cette année, après une saison dernière un peu ratée, Gasperini pouvait se focaliser sur le développement de nouveaux jeunes joueurs, l'une des marques de fabrique du club. Étant l'un des meilleurs clubs formateurs de la botte, l'Atalanta a évidemment sorti encore une belle pépite. Accompagné des expérimentés Jim City et Toloi, le jeune Scalvini a découvert le haut niveau cette année et avec brio. À ses côtés, on trouve de très belles recrues que j'adore. Les binationaux français Sopi et Boga, l'ancien milieu de la Salernitana Ederson, mais surtout les jeunes attaquants Hjolund et Lukman. Arrivé d'Autriche cet été, on prédit un grand avenir pour le jeune Danois Hjolund, autour déjà de 5 buts avec sa nouvelle équipe. La vraie star cependant est l'ancien attaquant d'Everton, Ademola Lookman. Né à Londres, il joue en sélection aux côtés d'Osimhen pour le Nigeria et a créé la sensation cette saison. Après plusieurs expériences ratées, notamment à Leipzig, le Nigérian s'est pleinement imposé à Bergame. Décisif à 18 reprises en 22 matchs, 7 depuis le début de l'année 2023, on a l'impression qu'il vole sur cette équipe parfaitement calibrée à ses qualités. Alors, je vous dirais évidemment, l'Atalanta, c'est plein de belles choses. C'est la Curva Nord et ses supporters réputés à travers le pays pour leur chant, mais aussi pour les actes de violence fut un temps. C'est les jeunes joueurs de l'académie. C'est l'histoire de ce grand club d'une petite ville, toujours capable de viser plus haut qu'il ne devrait. C'est Gasperini sont nos jeux à 2000 à l'heure, avec les résultats toujours aussi fous. Ce n'est pas tout le monde qui peut claquer 8 buts à Memo Ochoa.
Cependant, voilà, au lieu de vous recommander d'aller voir l'Atalanta jouer, certains l'auront remarqué, ce n'est malheureusement plus possible de les voir jouer à la télé en France. Le diffuseur officiel de la Serie A, beIN Sport, a déclaré qu'il ne peut pouvoir retransmettre les matchs. Dommage de rater ce magnifique 3-3 contre la Juve il y a 3 semaines. C'est la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes en France qui a décidé que Plus 500, le sponsor principal du club, ne pouvait être plus promu. La marque étant un site d'investissement portant sur des contrats financiers risqués basés à Chypre, la DGCCRF a décidé de poser des amendes à chaque diffusion de matchs de l'Atalanta en France. La plateforme de trading sponsorise également les Young Boys de Berne, le Legia Varsovie et le Chicago Bulls en NBA. La question se pose alors, de nombreux maillots de première ligue sponsorisés par les sites de paris sportifs, ou plutôt de la plateforme d'investissement eToro, sponsor principal de Monaco en France. Alors, pourquoi un traitement différent ? Certes, je ne pense pas être le seul à vouloir la régulation des publicités liées à des plateformes de trading ou à des paris sportifs. Mais il faut être cohérent et unique entre ces sites alors, pas seulement proposer des simples messages de prévention en police 5 en bas de l'écran. D'après l'association SOS Joueurs, on parle quand même de 79,5 joueurs endettés et encore 4,3 en commission de surendettement en 2021. Lors du mondial, c'était 615 millions en France investis, avec 55 millions juste sur la finale. Combien sont devenus addicts ? Très jeunes, trop jeunes, avec notamment à cause de ces pubs sur les maillots ou autour des matchs. Ce n'est pas faute d'avoir mis en avant Omar Da Fonseca et ses pubs pour The Bet tout au long du mondial. Alors soyons unis, trouvez-nous des solutions pour contrer l'impact de ces plateformes d'investissement et qu'on retrouve les fulgurances de Lookman et Toon Copminers au plus vite. Je fais une seconde petite recommandation aujourd'hui pour le livre The Working Hands of a Goddess de Tom Underhill, qui parle des grandes années de Gasperini et généralement de l'histoire du club et de son académie. C'est publié chez Pitch Publishing. Ok, très cool. Bon écoute, moi je suis un peu d'accord avec toi, je comprends pas trop pourquoi l'Atalanta est tapé, pas les autres. Enfin, ça rime un petit peu à rien, surtout quand tu vas à la télé française. Enfin, maintenant on bouffe quand même que des sponsors de paris sportifs. À la limite, les paris sportifs, s'ils veulent le réguler autrement, c'est une chose, mais eToro c'est exactement pareil que Plus 500. Donc mais c'est Monaco. C'est Monaco et donc il faut les laisser en France. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. On va finir sur un thème un peu plus du coup sportif. Zach, tu vas nous parler toi de la surexploitation des joueurs de foot pro actuellement. Et oui, j'ai envie de parler de ça après les événements concernant pas mal de joueurs de l'équipe de France ces dernières semaines. Un rythme toujours plus intensif saison après saison dans le football qui amène à se demander si les joueurs ne seraient pas surexploités. Si on entend parfois un discours du type « les joueurs sont trop payés, c'est le minimum de les voir jouer tous les 3 jours », il ne faut pas oublier qu'un match de football nécessite un minimum de récupération, comme l'expliquait Thomas Tuchel en octobre 2020. On va tuer les joueurs. Il y a une relation entre la préparation et la performance. On n'a pas de phase pour récupérer et se préparer. Il faut cela, il n'y a pas de secret. Cette saison 2022-2023 se montre encore plus atypique que les précédentes, puisqu'en seulement 5 mois se sont déroulées une demi-saison de championnat européen, les poules de Ligue des Champions, plusieurs rencontres de Coupe nationale et une Coupe du Monde au Qatar, marquée qui plus est par de nombreux matchs à rallonge. Un rythme dense, peut-être à l'origine de la blessure de Kylian Mbappé, à quelques jours du match le plus important de la saison pour le PSG. Cette blessure pose des questions sur la gestion du joueur, qui a immédiatement retrouvé les terrains après la Coupe du Monde, avant d'enfin s'accorder quelques jours de vacances. Sa gestion sur le mois de janvier fait également débat, avec un joueur qui dispute l'intégralité du match face au Pays de Cassel en Coupe de France. On a également pu être surpris de voir l'équipe type alignée lors du match amical face au 11 de Riyad, en plein mois de janvier et à seulement 3 semaines du Bayern, augmentant les risques de blessures inutilement au profit d'un coup de com'. À ce stade de la saison, le club parisien a ainsi déjà disputé 34 matchs, toutes compétitions confondues. Un rythme effréné pour les clubs qui pousse certains joueurs à faire des choix, à l'image de Raphaël Varane qui a pris sa retraite internationale il y a une semaine à seulement 29 ans. Le joueur s'est expliqué en interview au Canal Football Club. J'ai tout donné physiquement et psychologiquement, mais le très haut niveau, c'est une machine à laver. On joue tout le temps, on ne s'arrête jamais. On a des calendriers surchargés, on joue non-stop. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme. Le Français n'a pas tort sur la longévité des saisons. Les trêves internationales sont par exemple désormais souvent composées de 3 matchs au lieu de 2. Le nouveau format de la Ligue des Champions ne va pas changer la donne puisque les phases de poule vont être remplacées par des mini-championnats au cours desquels chaque équipe jouera 8 matchs au lieu de 6. Une réforme ayant comme objectif principal pour l'UEFA de maximiser ses revenus et qui risque, à l'inverse, d'accroître le déséquilibre financier entre les top clubs et le reste d'entre eux. Certaines alternatives ont dû être trouvées pour ménager les joueurs. En France, la Coupe de la Ligue a été sacrifiée en 2019 et la règle des 5 changements est apparue pendant le Covid. Les clubs de Ligue 1 pourront également souffler un peu plus la saison prochaine avec le passage de 20 à 18 clubs. Mais la situation se montre différente dans certains pays.
En Angleterre, par exemple, la League Cup se joue avec des matchs aller-retour et la FA Cup départage les matchs nuls par une deuxième rencontre. La surexploitation physique des joueurs est un sujet similaire à l'exploitation de leur image sur laquelle les footballeurs n'ont pas leur mot à dire. Enfin presque, car si le football va changer, c'est peut-être grâce à Kylian Mbappé qui, en refusant de participer à des campagnes marketing pour l'équipe de France, a contraint la FFF à réviser sa convention sur les droits à l'image, la liant au bleu. Comme quoi, faire grève, ça peut parfois porter ses fruits. Très beau petit message politique. Moi, j'ai peur, malheureusement, que ça ne change pas trop parce que business is business et qu'ils vont rajouter des matchs pour faire du fric. Business is business. Et donc, ouais, je pense que malheureusement, on va en rester là et que ça va continuer. Et il va aussi bien rappeler que la surexploitation physique influe aussi sur la surexploitation psychologique chez les footballeurs et qu'il y a de plus en plus de dépression et que je pense que ça joue un peu si on les laisse pas souffler. Les gars, merci pour cette belle émission, c'était très cool. Merci à ceux qui nous ont écoutés, toujours plus nombreux. On espère vous avoir fait découvrir 2-3 trucs sur le club mythique de Feyenoord. On va essayer d'ailleurs, je passe un petit message, de se développer encore un peu plus. Vous allez voir notamment avec un nouveau format qui va arriver dès lundi, vous en saurez plus dès demain. Et on va aussi essayer de se développer en qualité avec du matos, des intervenants plus nombreux. On songe même potentiellement à faire des événements public. Alors, si vous voulez nous soutenir, je vais vous annoncer que, en plus de la campagne Tipeee qu'on a mis en place maintenant il y a une petite année, 11e art est désormais aussi une association de loi 1901 et donc si vous nous faites un don, il est déductible de vos impôts. Alors ça fait quand même plutôt plaisir. Donc on compte sur vous, ça nous aiderait énormément à vous offrir toujours plus de qualité, sachant qu'on est, je le rappelle, absolument pas rémunéré pour tout ça et que nous ne sommes guidés que par l'amour du ballon rond. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, écailles et continuez à suivre le foot et à en parler différemment et surtout continuez à crier Pep Genesio dans votre miroir le matin pour vous motiver. Allez, la bise, ciao.